sommaire de cette édition, Religion, la vision internationale des ministères chrétiens a organisé en Côte d'Ivoire la 3e édition de ce sommet mondial sur le dénommé Global Leadership Summit. Actualité internationale en Tunisie, le chef du parti anti-islamiste tunisien, Nidatnest Beji Kahid, est arrivé en tête de la présidentielle de dimanche dernier en Tunisie avec 39,46% des suffrages. Le président américain Barack Obama a fermement condamné le mardi dernier 25 novembre les violences qui ont eu lieu à Ferguson. Sport, football, la Copa América 2015, le Brésil et la Colombie qui s'étaient affrontés en quart de finale de la Coupe du Monde vont se retrouver dès le premier tour de cette Copa América 2015. Madame et Monsieur, bienvenue à cette édition d'information. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce bulletin que nous ouvrons par la religion. La vision internationale des ministères chrétiens a organisé en Côte d'Ivoire la 3e édition de son sommet mondial sur le leadership dénommé Global Leadership Summit. Cette rencontre s'est tenue, il faut le souligner, sur 2 jours, du jeudi 20 au vendredi 21 novembre 2014 à la Caisse Stable au Plateau dans le district d'Abidjan avec pour thème « Rejoins les leaders influents ». Donner des arguments nécessaires à une nouvelle race de leaders afin de leur permettre d'impacter positivement leur milieu est la noble mission de Vision internationale des ministères chrétiens. Cette structure spécialisée dans la formation des leaders ecclésiastiques et laïcs a organisé le 3e acte du sommet mondial de leadership du jeudi 20 au vendredi 21 novembre 2014 à la Caisse Stable au Plateau. De 8h à 15h, les participants ont pu bénéficier par vidéoconférence de l'expérience de plusieurs leaders dans divers domaines d'activité et surtout de l'intervention éclairée des facilitateurs présents à ce sommet. Le thème de cette édition rejoint les leaders influents. Conscients des difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier ou même du service sacerdotal, les participants ont appréhendé avec beaucoup de satisfaction cette initiative de Vision internationale des ministères chrétiens de faire partager cette formation assez spéciale initiée depuis Chicago aux États-Unis. Le sommet mondial des leaderships ou encore Global Leadership Summit est organisé chaque année aux États-Unis et diffusé sous forme de vidéoconférence dans plus de 200 pays à travers le monde entier et la Côte d'Ivoire est chaque fois honorée d'accueillir un tel événement. Ce moment est une bénédiction, vraiment une bénédiction pour les enseignements, la qualité des orateurs et nous croyons que c'est un impact que nous recevons pour le bien de cette nation et dans le monde entier. Parce que pour aller de l'avant, en tant que fait, il faut être aiguisé par d'autres faits. Et nous bénissons Dieu pour les organisateurs et nous prions que le sommet continue pour la gloire de Dieu et pour les bien des leaders en Côte d'Ivoire. Ce que vraiment j'ai retenu, de faire un pas et de continuer toujours par faire les pas et grimper et monter vraiment au sommet. Notre confiance dans ce que Dieu fait à travers les gens, parfois ça diminue et ça nous aide à renouveler notre vision, à renouveler l'appel de Dieu, à renouveler la direction qu'il nous a appelés à prendre et à poursuivre avec courage. Nous restons toujours en religion, parlons cette fois-ci du ministère international d'évangélisation et de restauration des âmes en partenariat avec le Front national juif qui a organisé une cérémonie de planting d'arbres le dimanche dernier 23 novembre 2014 dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, entre le peuple israélien et celui de Côte d'Ivoire. Suivons ce reportage. Quiconque bénit Israël sera indéniablement béni et donc organiser des programmes en vue d'honorer ce pays plein de promesses est une manière de s'attirer les faveurs du Seigneur. C'est pourquoi le ministère international d'évangélisation et de restauration des âmes a emboîté le pas à toute initiative menée dans ce sens en organisant le dimanche dernier de 8h à 14h une cérémonie officielle de planting d'arbres en Israël. Il était question au cours de cette solennité d'acheter des plants d'arbres à faire germer en Israël en vue de participer au reboisement de cette terre sainte. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'une opération de planting d'arbres en Israël. Vous savez, le Seigneur m'a donc fait grâce d'aller en Israël et c'est sur le chemin du retour que le Seigneur m'a donc inspiré de contribuer à l'accomplissement des promesses de Dieu en faveur d'Israël. Et donc, dès mon arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai dû partager cette bonne nouvelle avec le conseil pastoral, après quoi nous avons donc décidé effectivement d'entrer dans le vif du sujet. Et je crois que jour pour jour, c'est maintenant 1 an que les membres de la communauté ont dû débourser chacun 10 000 pour pouvoir planter un arbre en Israël. Après la série d'allocutions qui a été marquée par les interventions du leader du MIERA, du délégué du Front national juif et de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, ce fut le temps de l'échange des alliances.
L'église Mira, résolument engagée dans ce vaste projet de développement avec Israël, a tenu à le symboliser par ce acte visant à sceller l'alliance entre les deux peuples. Sur les 1000 arbres prévus pour le Mira, 500 ont déjà été plantés. Les participants à ce projet ont reçu un diplôme de participation de la part de l'État d'Israël, en reconnaissance de cet acte qu'il aura assurément des retombées positives sur leur famille et partant sur toute la Côte d'Ivoire. Créé en 1901, le Front National Juif gère plusieurs centaines de milliers d'hectares en Israël, participe au rachat de parcelles en Palestine et à la préparation de futurs pionniers sur le terrain. Étant donné le fait que chaque Ivoirien est un Israélite par adoption, participer au reverdissement de la terre d'Israël est une action de haute portée spirituelle, action que le ministère international d'évangélisation et de restauration a supposée, car, reconnaissons-le, notre rapprochement d'Israël nous aura sauvés de bien de situations. Actualité internationale, à présent au Nigeria, plus de 45 personnes ont été tuées par un double attentat à la bombe qui a frappé le mardi dernier, 25 novembre, un marché populaire de Maiduguri dans le nord-est du Nigeria. Au Nigeria, au moins 45 personnes ont trouvé la mort ce mardi dans un double attentat suicide. Cela s'est passé sur un marché de la ville de Maiduguri dans le nord-est du pays. D'après des témoins, une première femme kamikaze s'est fait exploser. Quelques minutes plus tard, alors que les gens venaient en aide aux blessés, une deuxième femme a actionné la bombe qu'elle portait, alourdissant le nombre des victimes. Aucune revendication pour le moment, mais les regards se tournent vers les islamistes de Boko Haram. La ville de Maiduguri est le fief historique de ce groupe terroriste. Boko Haram mène depuis plus de 10 ans une offensive dans le nord du Nigeria avec la volonté d'instaurer la charia, la loi islamique, dans les zones sous son contrôle. En Tunisie, à présent, le chef du parti anti-islamiste tunisien, Nida Tounes, ce chef se nomme Beji Caïd, il est arrivé en tête de la présidentielle qui s'est tenue le dimanche dernier en Tunisie avec 39,46% des suffrages. Il se place ainsi devant le président sortant, Monsef Marzouki, qui a recueilli 33,43% des suffrages selon les résultats communiqués par l'instance électorale le mardi dernier. En Tunisie, le laïc Beji Caïd Essebsi est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle de dimanche avec presque 40% des suffrages. Insuffisant pour éviter un second tour qui doit avoir lieu d'ici fin décembre. En deuxième position, le président sortant Monsef Marzouki. Un peu plus de 33% des voix pour celui qui a été désigné fin 2011 pour assurer la transition. C'était la première fois que les Tunisiens votaient librement pour le chef de l'État depuis l'indépendance. Depuis 1956, s'étaient succédés deux présidents, Bourguiba, le père de l'indépendance, et Ben Ali, chassé par la révolution de 2011. Dans la capitale égyptienne qui abrite plus de 20 millions d'habitants, d'innombrables tours, souvent hautes, sont édifiées au mépris des règles les plus élémentaires de la construction et 15 personnes ont été tuées et 7 restaient ainsi coincés sous les décombres ce mardi dernier, 25 novembre 2014, après l'effondrement d'un immeuble au Caire, capitale égyptienne, ont indiqué les secours et aussi le parquet, il faut le dire, des travaux et le rajout illégal de 2 étages supplémentaires ont provoqué la catastrophe. Au moins 15 personnes ont été tuées dans l'effondrement d'un immeuble d'habitation au Caire. Le bâtiment de 7 étages s'est affaissé au milieu de la nuit à Mataria, un quartier pauvre de la capitale égyptienne. Le drame serait dû à des travaux de rénovation dans un des appartements et au rajout de manière illégale de 2 étages. Au Kenya, à présent, une centaine de manifestants se sont réunis dans le centre de Nairobi le mardi dernier pour demander plus de sécurité au Kenya après une attaque qui a tué 28 personnes pendant ce week-end. Chaque fois qu'on est à l'extérieur d'un lieu public, on a peur pour notre sécurité parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. On veut que le gouvernement nous montre qu'ils font quelque chose. Nous en avons assez des forces de défense kenyanes qui se battent contre nous, les Kenyans, plutôt que d'aller sur le terrain. Une armée est censée protéger son peuple, non pas le brutaliser ou le marginaliser. Les Kenyans perdent peu à peu leur confiance dans le gouvernement, parce que ce n'est que de la rhétorique. Ils parlent, mais on ne voit rien dans les faits. Nous avons 28 personnes qui ont été tuées dans un bus. Et ce bus est passé par plusieurs points de contrôle. Il ne s'est rien passé. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous devons protéger les vies de chacun de nos Kenyans.
Au Portugal, la mise en examen de l'ancien Premier ministre portugais socialiste José Sócrates pour corruption et fraude fiscale a ainsi provoqué un séisme dans le monde politique du Portugal. C'est vraiment triste, mais on doit se battre contre ça, car ce n'est pas que Socrates. Des Socrates, il y en a plein. C'est très bien qu'il soit en prison, mais il doit être avec les autres prisonniers. Il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait au peuple portugais. Prendre l'argent aux retraités, prendre de l'argent aux fonctionnaires, prendre à tout le monde. C'est très bien qu'il aille en prison. Toujours au Portugal, manifestation contre l'austérité. Des milliers de personnes ont manifesté ainsi le mardi dernier, 25 novembre 2014, à Lisbonne, contre des mesures d'austérité. On exige tous des meilleurs salaires, moins d'impôts, plus de droits pour les travailleurs. On est ici dans le pays d'Europe où l'on travaille le plus et l'on gagne le moins, principalement dans notre secteur, celui de l'hôtellerie. Ce gouvernement nous vole tous les jours un peu plus. Ce gouvernement nous punit tous les jours un peu plus. Et nous, qui cheminons vers la vieillesse, on nous prend notre argent. On nous vole constamment. Constamment. En Grèce, à présent, un cargo dans lequel étaient entassés des centaines de migrants qui essayaient d'entrer illégalement en Europe, dérivé le mardi dernier par fort vent au large de l'île de Crète dans la Méditerranée. Il faut se le souligner, les autorités grecques ont mobilisé ainsi 6 navires pour participer aux opérations de secours. Suivons cette vidéo. Les gardes-côtes grecs portent secours à plus de 500 migrants au large de la Crète. Le cargo sur lequel ils étaient embarqués est en panne et dérive depuis plus de 24 heures. L'opération de sauvetage est périlleuse en raison des vents violents et des conditions météorologiques qui se détériorent. À présent, un tour d'horizon en Ukraine dans cette vidéo qui retrace ici les séquelles invisibles de la guerre dans ce pays. Ce checkpoint est l'un des plus dangereux de Donetsk, une cible fréquente de tirs d'armes lourdes en provenance de l'aéroport, où la bataille fait rage. Gros est un habitué du lieu, il est régulièrement en service sur ce barrage. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas peur. On a peur, bien sûr. Seul quelqu'un de stupide n'aurait pas peur. On est des gens pacifiques, on n'est pas des soldats professionnels et on n'est pas des terroristes. Mais la pression psychologique est très forte parce que des obus tombent ici chaque jour et ça peut arriver n'importe quand. Même pression chez les civils dans cette zone de guerre de l'Est de l'Ukraine. Dans ce quartier, personne n'est à l'abri d'une frappe de missile. Les roquettes sont tirées de loin, leur trajectoire n'est pas précise. Larissa a appris à vivre avec le son des détonations et n'y fait même plus attention. En juillet pourtant, un obus est tombé juste à côté d'elle, une très grosse frayeur. Je ne savais plus où j'étais et j'ai eu très peur. J'ai perdu mes moyens, je ne savais pas où aller, je n'arrivais même pas à marcher. J'étais complètement perdue. Ces images ont été tournées en septembre dernier, après le bombardement d'un marché de Donetsk. 2 mois plus tard, les échoppes ont été barricadées, mais des vendeurs s'installent toujours dehors. Dimitri était là quand tout est arrivé, il ne s'en est toujours pas remis. Je suis sous sédatif. Quand ça ne tire pas, j'arrive à vivre normalement. Mais quand ça commence à tirer, mon cœur bat plus vite. Je panique et je ne sais pas quoi faire. L'hôpital psychiatrique de Donetsk accueille environ 200 patients. La plupart souffrent de symptômes liés à la guerre et selon les médecins, la situation ne fait qu'empirer. Les cas de stress post-traumatique sont de plus en plus fréquents. Поступают очень тяжелые больные в депрессивном ступоре, то есть они не могут двигаться, они руками. Ils ont des pensées suicidaires ou ont tenté de se suicider. C'est une évolution classique pour les patients qui souffrent d'un stress post-traumatique. Нормальное развитие посттравматического стрессового расстройства сейчас уже. Beaucoup d'habitants essaient malgré tout de continuer à mener une vie normale au son des canons qui grondent à quelques kilomètres de chez eux. La guerre dans l'est de l'Ukraine a déjà coûté la vie à 4300 personnes.
Et combien de victimes invisibles qui resteront traumatisées à vie. Comme annoncé dans les titres aux États-Unis à présent, le président américain Barack Obama a fermement condamné le mardi dernier 25 novembre les violences qui ont eu lieu à Ferguson, dans le Missouri, après la décision d'un jury populaire de ne pas poursuivre un policier blanc responsable de la mort d'un jeune noir. Comme je l'ai dit la nuit dernière, les frustrations que nous avons pu constater ne sont pas le résultat d'un seul incident. Elles trouvent leur source au sein des communautés issues des minorités qui ont le sentiment que les lois ne sont pas appliquées de manière uniforme ou avec justice. Il existe des manières productives d'exprimer ces frustrations et il existe des manières destructrices. Brûler des bâtiments et incendier des voitures, détruire des propriétés privées, mettre les gens en danger, tout cela est destructeur. Et il n'existe aucune excuse pour cette violence. Ce sont des actes criminels et ceux qui commettent ces actes criminels doivent être poursuivis en justice. Pour moi, c'est une erreur de la justice. Pour moi, le procureur a utilisé son pouvoir pour montrer qu'il peut faire ce qu'il veut. Pour moi, il était plus l'avocat de Darren Wilson qu'un procureur. Destination l'Asie à présent, précisément au Japon, alors que le Japon entre en récession. Le Premier ministre japonais appelle à de nouvelles élections pour justifier sa politique économique et tenter coûte que coûte de tirer le pays d'une spirale déflationniste. C'est officiel, le Japon est en récession. Les habitants ne dépensent pas assez, ce qui entraîne une baisse générale des prix et donc une chute de la production et finalement de la croissance. Les Abenomics, surnom donné à la politique économique de Shinzo Abe, n'ont pas réussi à sortir le pays de cette spirale déflationniste. Alors pour se donner une légitimité, il vient d'appeler à nouveau les Japonais aux urnes. Une élection qui a des airs de référendum. Je veux demander aux Japonais, par le biais de cette élection, si notre politique économique va dans la bonne ou la mauvaise direction, s'il y a oui ou non une autre solution. Shinzo Abe décline sa politique en 3 flèches. Une nouvelle politique monétaire, des rallonges budgétaires massives et la promesse de réformes structurelles. Pour tenter d'enrayer la dette, le gouvernement a aussi augmenté la taxe à la consommation de 5 à 8%, ce qui a fait dérailler la croissance. Si on sort de la déflation et qu'on provoque de l'inflation et que les salaires ne suivent pas et que donc le coût de la vie augmente, c'est un échec. Du temps de la bulle, les gens pensaient que ça durerait toujours. Personne n'imaginait que l'économie pourrait s'effondrer. Aujourd'hui, tout le monde parle tout le temps de dépression économique. On a peur de dépenser notre argent. La Banque centrale dénonce cette attitude comme une mentalité de la déflation. Mais pour ce spécialiste du Japon, ce n'est qu'un cache-misère. Pour lui, les causes sont plus profondes et les craintes des citoyens sont bel et bien justifiées. Quand on sera en âge de toucher une retraite, il y aura moins de travailleurs et plus de retraités. Donc on peut légitimement se dire qu'il faut économiser soi-même, car les pensions publiques et peut-être même les pensions privées ne seront pas en mesure d'assurer le niveau de vie qu'elles assurent aujourd'hui aux retraités en 2014. Deuxièmement, en période de précarité, on peut effectivement, pour beaucoup de Japonais, se poser la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas économiser parce qu'on perdra peut-être son emploi dans 6 mois ou dans 1 an. Les sondages montrent que le taux d'abstention pour cette élection soudaine risque d'être particulièrement élevé. Et même si Shinzo Abe a toutes les chances d'être réélu, pour certains, la légitimité de sa politique économique n'en sera pas pour autant garantie. Nous restons toujours en Asie, cette fois-ci à Hong Kong. Les policiers ont évacué le mercredi dernier, 26 novembre, une bonne partie des campements occupés par des manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Il faut aussi le souligner, où 116 protestataires ont été interpellés.
Nous continuerons notre désobéissance civile quand ceux qui ont déposé plainte et la police arriveront. Et nous sommes prêts à être arrêtés par la police. Je suis furieux contre l'opération de police menée hier. La rue Portland ne faisait pas partie de la décision de justice. Pourquoi ont-ils évacué cette rue ? Nous terminons cette édition d'information par le sport football. Copa América 2015, le Brésil et la Colombie qui s'étaient affrontés en quart de finale de la Coupe du Monde vont se retrouver dès le premier tour de la Copa América 2015, comme l'a indiqué le tirage au sort qui s'est réalisé à Viña del Mar au Chili. C'est à Viña del Mar qu'a eu lieu le tirage au sort des poules de la prochaine Copa América. Le tournoi qui verra 12 sélections s'affronter se déroulera au Chili du 11 juin au 4 juillet 2015. Le pays organisateur qui n'a jamais remporté l'épreuve a été plutôt épargné puisqu'il hérite du Mexique, de l'Équateur et de la Bolivie. Brésil. Le groupe C s'annonce beaucoup plus relevé avec notamment le Brésil et la Colombie de Rames et Falcao. Colombia. Tenant du titre, l'Uruguay placé dans le groupe B en compagnie de l'Argentine devra se passer des services de son attaquant vedette, Luis Suarez, qui purgera sa suspension après sa morsure sur Giorgio Chiellini. Madame et monsieur, ici s'achève ce bulletin d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse. À demain.